Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue de vous retrouver ce matin dans le live. Alors, ce live, vous allez voir, ce matin, il est un petit peu particulier. C'est un des premiers que l'on fait à la découverte d'un pays. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre du Mali et plus particulièrement du peuple malien avec ses habitants, les Maliens et les Maliennes. Alors, pour nous accompagner dans ce voyage, on a plusieurs invités. Alors, certains ne sont pas encore connectés, donc ils vont sûrement nous rejoindre en cours d'émission. Premièrement, on a la chance pour être accompagné dans ce voyage et nous faire découvrir aussi son pays, Madame l'ambassadrice du Mali au Canada, donc Madame Fatima Met. Donc, bienvenue Fatima. Merci beaucoup. Euh, on a aussi la chance d'avoir avec nous ce matin Monsieur Boubacar Diallo, directeur général de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Donc, Boubacar, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et on devrait avoir des gens qui se rajoutent dans les prochaines minutes en espérant que la connexion soit bonne. On aura le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle au Mali, Monsieur Bakary Doumbia. On aura aussi le doyen de l'UGC UCAM à Montréal, Monsieur Kolam Zendro. Oui, c'est ça. Et on aura Monsieur Aladji Ismaël Si, réalisateur et humoriste malien. Donc, on va attendre que ces gens se connectent. En attendant que les gens arrivent et nous rejoignent, je vais faire une petite mise en contexte et je vais commencer tout de suite par poser la question à nos deux invités. Est-ce que vous êtes d'accord si aujourd'hui, exceptionnellement, je sais qu'on tutoie pas une ambassadrice, je sais qu'on ça se fait pas, mais moi, j'ai des fois l'habitude de faire des choses qui se font pas. Est-ce que vous seriez d'accord si on puisse se tutoyer ce matin? Absolument. Merci Fatima. Boubacar, c'est bon pour toi aussi? Oui, de mon côté, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, on prendra comme acquis que ceux qui vont nous rejoindre par la suite, on pourra aussi les tutoyer. Alors, avant de commencer officiellement cette rencontre, permettez-moi de mettre peut-être un peu en contexte notre rencontre. Alors, pourquoi aujourd'hui chez MoveJob, on a décidé de démarrer cette nouvelle série de live sur les pays où le français est couramment parlé, où les opportunités de recruter aussi sont de nouvelles compétences, sont très bonnes pour des entreprises canadiennes, québécoises, mais aussi d'autres entreprises francophones dans le monde. Alors, si on parle plus particulièrement du Québec, le Québec est confronté actuellement à une importante pénurie de main-d'œuvre qui freine son élan économique. Hein. C'est fréquent de voir des restaurants fermés, de voir des services publics fermés plus tôt, voire fermés directement et seulement être ouverts par téléphone ou par Internet au public. Et on sait que cette situation de pénurie de main-d'œuvre va durer encore les 10 prochaines années selon plusieurs études. Alors, ce qui entraîne forcément beaucoup d'entreprises à repenser leurs principes de recrutement et de s'ouvrir peut-être sur du recrutement à l'international pour combler les postes vacants dans les organisations. Selon plusieurs études, dont une étude réalisée dernièrement par le ministre de l'Emploi du Québec, près de 1,4 million de postes seront vacants d'ici 2030. 1,4 million de postes. Donc, dans ce contexte généralisé de rareté de main-d'œuvre, l'immigration est une forte option, voire peut-être même une des meilleures options pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée et permettre à notre économie sa croissance. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, permettre aussi une opportunité à des gens. Là, ce matin, on va parler du Mali, mais on sait qu'il y a des gens de partout dans le monde qui arrivent au Québec, de venir s'installer comme moi, je l'ai fait il y a 11 ans. À un moment, on a le souhait de devoir découvrir une nouvelle culture, de venir s'installer avec sa famille et de continuer sa vie dans un autre pays. Alors, les priorités, bien sûr, de nos lives vont être données aux pays francophones et francophiles, pour plusieurs raisons. Parce qu'au Québec, particulièrement, on parle plutôt le français, même si l'anglais est la 2e langue. Mais surtout, c'est parce qu'on veut aussi, grandement contribuer à l'intégration, et faciliter, l'intégration familiale de ces gens qui arrivent d'un autre pays. Parce qu'arriver dans une entreprise et ne pas parler la langue, c'est déjà complexe, mais en plus, pour s'intégrer au sein d'une communauté, c'est quand même plus facile lorsqu'on a les, les mêmes mots, en tout cas la même langue. Ce qu'on voit aussi au Québec, c'est qu'il y a quand même des métiers qui sont très touchés par cette pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, on pense aux technologies de l'information parce que ça fait déjà
quand même plus de 10 ans que ce secteur économique est très touché. Mais aujourd'hui, le génie, l'industrie de la construction, la santé, le service aux personnes, hein, bien sûr, je pense aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires. Aujourd'hui, le gouvernement québécois a affiché depuis plusieurs mois qu'ils allaient recruter plus de 3000 infirmières à l'international pour essayer de combler les postes vacants. Mais il y a aussi tous les autres secteurs économiques, hein, comme aujourd'hui on voit l'hôtellerie, la restauration, qui sont aussi grandement touchés par ces 2 années de pandémie où beaucoup de gens ont décidé de changer d'activité ou de secteur économique. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre touche toutes les industries. On sait aussi que ça va perdurer. Et c'est pour ça que MoveJob, lorsqu'on a créé cette plateforme-là, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation directe les candidats ayant un projet d'immigrer, quel que soit où ils souhaitent dans le monde, et puis les entreprises qui, elles, sont ouvertes à recruter des candidats motivés, ayant un vrai projet de vie pour venir s'installer de façon durable dans leur organisation. Alors, en attendant que je vois que d'autres personnes arrivent, donc je vais ouvrir, aux personnes qui arrivent. Donc, bienvenue, Colan. Donc, on va faire les présentations tout de suite après. Donc, hop, je vois que les gens arrivent au fur et à mesure. C'est ça un live, hein. Un live, c'est, aussi prévoir l'imprévu, et puis, quand on est à distance, ben, il arrive des fois que ce qu'on a prévu, ça marche pas comme ça. Donc, on parle d'entreprise agile. Bah, aujourd'hui, il faut être agile dans nos organisations. Alors, on a, Colin qui nous a rejoint. Donc, petite présentation rapide. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Colin Zendro, c'est bien ça? Hein, Oui, ça c'est se bien prononce ça. comme ça? Alors, Colin, tu n'étais pas encore arrivé. J'ai posé la question à nos autres participants. Est-ce que tu accepterais qu'on puisse se tutoyer dans cette rencontre? C'est parfait. C'est parfait. Alors, Colin, toi, tu es doyen à l'ESG UQAM à Montréal, c'est ça? C'est bien Et puis ce ça. matin, bah, tu vas nous parler de formation, tu vas nous parler de partenariat, et on va regarder un petit peu ce qui se fait entre le Québec déjà et puis le Mali. Parfait. Alors, je sais pas si je pense qu'il y avait une autre personne qui venait d'arriver. Alors, je ne sais pas qui est l'autre personne qui vient d'arriver. Bon, ça va être le ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Ah, parfait. Voilà. Monsieur Bakary? Oui, oui. Bon, en fait, les techniciens sont en train de faire les derniers réglages, apparemment. Ah, ok, Voilà. parfait. Alors, Voilà. Juste alors, donnez-nous 2 minutes le temps de paramétrer la parfait. Alors, caméra. ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser le temps de vous mettre, au point et je vous réinviterai. Alors, je vais commencer tout de suite parce que les gens qui nous suivent se disent, bon, ok, parfait, le Mali, c'est où? C'est quoi? C'est quoi la taille du pays? C'est quoi l'économie? Alors, si vous êtes d'accord, je vais commencer par poser la question à Fatima. Alors Fatima, est-ce que tu es avec nous? Je vois que la caméra s'est coupée. J'espère qu'elle n'a pas eu un problème de connexion. Fatima. Je suis là. Ah bon, alors Fatima, je vais te donner la parole en premier, hein. Tu es notre seule femme ce matin avec nous. Alors je vais te poser tout de suite la question, Fatima, pourrais-tu nous dire en quelques mots, parle-nous du Mali, c'est le nombre d'habitants, un peu son histoire, et les faits saillants sur le Mali pour ceux qui nous écoutent, et qui peut-être ne connaissent pas bien le Mali. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il faut considérer qu'aujourd'hui, on a à peu près 20 millions d'habitants. Le Mali est un pays sahélien et central en Afrique. Et c'est un pays qui est très attaché à ses valeurs de société, notamment sa culture. Culture basée sur la solidarité et le partage. Et nous sommes également très attachés à notre histoire qui se caractérisait par de grands empires, en particulier l'empire du Manding. Le Mali est une terre de rencontre, un grand carrefour. Au XIIIe siècle, carrefour d'érudits, de commerçants qui se côtoyaient. C'est aussi un pays d'accueil d'étrangers, de personnes qui s'installent, basé sur le Djatria, donc l'accueil et l'intégration du nouvel arrivant. Mais c'est aussi un pays dont la culture est basée sur le voyage également.
On a beaucoup de personnes qui se déplacent à l'extérieur du Mali. Vous allez être surpris pour la grande partie en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, et donc et aussi en France pour la plupart à cause de la langue. Et donc cette culture de voyage, nous l'avons. Voyage pour le commerce, mais pour les découvertes. Et donc, nous avons un terme pour cela dans une de nos langues soninké qu'on appelle les tunkarake, parce que nous avons l'habitude de partir et de revenir chez nous. Donc, le Mali aussi est un pays de résilience, pays sahélien affecté par le changement climatique depuis les années 70, donc affecté par des sécheresses cycliques, ce qui a d'ailleurs incité notre première coopération et le début de notre coopération avec le Canada, dont l'intervention était de lutter contre la famine et apporter de la sécurité alimentaire dans les années 70. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant et laisser aussi la parole aux autres participants. Merci beaucoup Fatima. Donc déjà, ça nous ouvre un peu, on en connaît un petit peu plus sur le Mali, on a hâte d'en savoir encore plus. Alors je sais que ce matin, on a une rencontre qui va durer un petit moment. Ah, alors je vois qu'on a le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation au Mali qui vient de se connecter avec nous. Donc bonjour Monsieur Bakary Doumbia. Bonjour monsieur, madame. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Alors, Monsieur Bakary, je vous fais la même demande que j'ai fait aux autres participants. Est-ce que vous accepteriez que ce matin, on puisse se tutoyer? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Bakary, merci beaucoup pour votre accord. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez nous parler des secteurs phares de l'économie malienne. Le Mali, c'est quoi l'économie? Qu'est-ce qu'on y fabrique? Qu'est-ce qu'on y produit? Qu'est-ce qu'on exporte? Qu'est-ce qu'on importe? On vous écoute, Monsieur Bakary. Merci, monsieur. Autour de la table, d'abord, je ne suis pas seul, je suis avec le chef de cabinet, M. Dan Diakité. Ensuite, je tiens à vous remercier, à remercier Madame l'ambassadeur qui vient d'intervenir et qui a un peu campé le contexte malien. Mais avant de commencer, je voudrais souhaiter que nous observions une minute de silence à la mémoire des 132 personnes qui ont été assassinées l'autre jour à Bankas. Juste une minute de silence. Merci. Je vous remercie. Merci. Donc, pour parler de la structure économique du Mali, il faut rappeler, comme l'a dit Madame l'ambassadeur, que le Mali est un pays sahélien à prédominance agricole. Donc, vous comprendrez qu'ici, les deux secteurs les plus dynamiques sont le secteur primaire et le secteur tertiaire. En 2021, le secteur primaire représentait 38,4% du PIB et le secteur tertiaire 38,6%. Mais fondamentalement, le Mali se base sur l'agriculture parce que nous avons suffisamment de ressources au niveau agricole et si elles étaient bien entretenues, bien organisées et bien aménagées, le Mali serait le premier producteur et ravitailleur en produits alimentaires de la sous-région ouest africaine. Parce que nous avons 46 millions de terres et donc 12 millions sont destinés à l'agriculture. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a des potentiels. Maintenant, au-delà de l'agriculture, il y a le secteur minier. Le Mali a un potentiel minier immense. Nous avons l'or, la bauxite, le fer, le lithium et le diamant. Tout récemment, il y a 2 semaines, on a découvert une mine de diamants, du moins un site de diamants à Ouagadougou. Donc, ça s'ajoute à la liste des mines ou des ressources minières dont dispose le pays. Donc, il y a les mines, il y a l'agriculture et il y a le secteur tertiaire qui est vraiment aussi un secteur très dynamique et qui permet de booster le PIB du pays. Maintenant,
par rapport aux métiers dont on peut parler rapidement, nous avons l'informatique et le secteur qui concerne l'énergie solaire, les métiers du bâtiment, nous avons également l'agroalimentaire et le secteur recherche et développement et gestion de projets. Ensuite, les métiers de la santé et du social. Comme vous le savez, la population du Mali est très jeune. 65% de la population à peu près a un âge qui varie entre 15 et 25 ans et 28% entre 25 et 35 ans. Donc, ce qui montre qu'il faut nécessairement travailler à l'insertion des jeunes, parce que la majorité de la population étant très jeune. C'est pourquoi mon département travaille d'arrache-pied à mettre en place des programmes et des initiatives pour la formation professionnelle des jeunes, pour leur accompagnement dans l'entrepreneuriat et également leur insertion dans les niches et les créneaux d'emploi qu'on peut créer par là. Il y a également aussi ce qu'on appelle l'immigration organisée. Nous sommes en train de travailler avec d'autres pays pour voir comment est-ce que les jeunes diplômés du Mali peuvent aller travailler dans ces pays-là pour ensuite revenir au pays. Voilà ce que je peux dire rapidement en introduction. Une fois de plus, merci de nous avoir donné l'occasion de partager la situation du Mali avec vous. Monsieur Bakary, merci beaucoup pour ces explications. En tout cas, moi, je ne savais pas que la population malienne était aussi jeune. Donc, on dit toujours que la jeunesse d'un pays, c'est son avenir. Donc, je pense qu'il y a de belles choses à venir alors avec le Mali. Et puis aussi, comme le soulignait tout à l'heure Fatima, aussi vous êtes, de ce que je comprends, une culture aussi avec l'habitude de voyager. Vous avez ce petit côté nomade. Donc peut-être que ça va, espérant que aussi cette rencontre inspire certains Maliens et Maliennes qui auraient le goût de venir chercher de l'expérience, de venir s'installer au Canada et au Québec particulièrement. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Boubacar Diallo. Alors, Boubacar, ma question, parce que pour les entreprises qui nous écoutent, les entreprises canadiennes, québécoises qui participent aujourd'hui et qui se disent, bah, OK, mais recruter au Mali, c'est quoi les compétences, c'est quoi après on parlera tout à l'heure de formation, mais c'est quoi le taux de chômage aujourd'hui actuel au Mali, et puis quels sont, dans la même question, donc taux de chômage, et quels sont les métiers ou les compétences les plus disponibles sur le marché, c'est-à-dire globalement où une entreprise qui voudrait recruter des compétences de gens qui voudraient immigrer aurait le plus de chances de trouver. Alors c'est quoi, Monsieur Boubacar? Okay, bonjour, merci bien Philippe pour ces questions. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour M. Kavini. Effectivement, je suis très heureux également de participer en fait à cette rencontre virtuelle sur la migration professionnelle au Canada. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'Observatoire, c'est une jeune structure qui est chargée de produire toutes les statistiques sur l'emploi et la formation au Mali. Donc, par rapport au taux de chômage en 2021, selon les résultats d'une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique et l'Observatoire national de l'emploi, donc qui réalise chaque année une enquête auprès des ménages pour produire pas mal d'indicateurs sur le marché du travail. Donc, le taux de chômage au Mali, c'est 6,1%. Donc, je pense que ce chiffre va beaucoup vous surprendre. En fait, nous ne sommes pas en situation de plein emploi parce que, en fait, quand vous regardez les statistiques sur l'emploi dans tous les pays de l'Afrique, le taux de chômage comme indicateur est très, très faible dans tous les pays africains. Donc, là, il y a une explication à ça. En fait, contrairement aux pays développés, nous avons en fait un taux d'emploi informel qui est très élevé. Donc, vous avez effectivement l'emploi informel qui absorbe à peu près qui occupe à peu près le 95% de la population en emploi. Donc, raison pour laquelle ce n'est pas rare de voir au Mali, par exemple, les diplômés qui sortent des universités travailler dans des secteurs qui occupent des emplois qui n'ont rien à voir avec un peu leurs compétences.
Voilà, donc vous allez trouver que c'est des gens qui sont utilisés soit comme pompistes ou bien dans d'autres secteurs. Donc, l'emploi qu'ils occupent, c'est des emplois très précaires. Donc, ils n'ont pas de couverture sociale, ni de congés maladie, ni de congés annuels. Donc, c'est ça la précarité. Donc, 95% de la population travaille dans ce secteur, en tant que dans l'emploi informel. Donc, ce qui fait qu'effectivement, quand on calcule le taux de chômage avec des indicateurs de définition, comme vous le savez, donc vous trouvez le chômage très faible. Mais par contre, le taux de précarité dans l'emploi est très, très élevé. Donc, c'est une réalité qui existe dans tous les pays africains. Voilà. Donc, par rapport à l'emploi salarié, seulement 8,8% de la population en emploi sont dans un emploi salarié. Donc, vous voyez, les autres sont dans soit comme travailleurs comme un travail indépendant ou aides familiaux. Donc, M. le ministre vient de dire, par exemple, que en fait, le secteur agricole est le secteur qui contribue plus au PIB. Donc, c'est le secteur le plus grand nombre de personnes en emploi. Et donc, tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là sont en quelque sorte dans l'informalité, etc., etc. Donc, ils n'ont pas de couverture, etc. Donc, c'est ça un peu la réalité. Donc, pour vous dire que le taux de chômage est vraiment à 6% au Mali. Donc, mais au-delà de ça, il y a d'autres indicateurs qui nous semblent plus pertinents, que nous utilisons beaucoup pour pouvoir faire ressortir un peu les dysfonctionnements qui existent au niveau du marché du travail, notamment le taux de sous-emploi. Donc, le taux de sous-emploi au Mali en 2021, c'était 20% de la population en emploi. Voilà. Il y a d'autres indicateurs comme le taux des travailleurs pauvres. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler, mais sont considérés comme effectivement en situation de pauvreté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver suffisamment, etc. Donc, c'était juste pour vous expliquer un peu ces chiffres-là, effectivement, qui peuvent étonner. Mais ce qui est important aussi à retenir, c'est effectivement, quels que soient les indicateurs, c'est le taux de chômage ou les autres indicateurs est très élevé pour, par exemple, la catégorie des jeunes, les jeunes âgés de 15 à 24 ans ou bien de 15 à 35 ans, par exemple. Donc, c'est vraiment les couches les plus vulnérables. Et en plus de ça également, il n'est pas rare au Mali de constater que les diplômés, contrairement aux pays développés, chôment beaucoup dans le pays. Donc, on dirait qu'il y a une relation inverse entre le taux de chômage et le niveau d'études. Plus le niveau d'études est élevé, plus le taux de chômage est élevé. Une relation, voilà. Donc, il y a quand même cette réalité aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de diplômés qui sortent des universités qui chôment actuellement. Voilà. Donc, raison pour laquelle, quand on a réalisé une étude en 2020, les résultats ont été publiés en 2021 au compte de l'enseignement supérieur. On s'est rendu compte que effectivement, ce taux de chômage est très élevé pour les détenteurs de la licence dans certains domaines, notamment tout ce qui concerne les sciences, administration politique, pilotage de communication, droit public, droit privé, comptabilité, gestion, économie, géographie, etc. Donc, en plus des universités qui existent, qui forment beaucoup d'étudiants, il y a aussi public, il y a aussi des universités privées qui forment beaucoup d'étudiants dans ces domaines. Donc, le flux des sortants qui arrivent sur le marché n'est pas absorbé par l'économie. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment, effectivement, ces flux existent en majorité sur le marché du travail. Donc, ce qui fait qu'en fait, ces catégories de jeunes sont vraiment exposées au chômage. Voilà, donc en gros, c'est ce que je peux dire pour l'instant par rapport à votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubacar. Et en même temps, ton explication, même si des fois on a été un petit peu coupé, mais je pense que tout le monde a quand même bien entendu l'essence de ce que tu nous partageais. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai que souvent on a une tendance à comparer des chiffres d'un pays à un autre, mais les contextes ne sont pas les mêmes. Et tu dis, parce que moi, quand tu me dis, on a un taux de chômage aux alentours de 6%, je me dis, c'est plutôt bon. Mais c'est bien aussi de remettre en contexte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais sans aucune couverture parce que c'est comme ça que ça se passe et ça fait
partie de la culture du pays. Ils trouvent des boulots, des emplois, mais qui sont pas forcément, on va dire, bien encadrés. Et en même temps, ce que tu amènes aussi sur le fait est que au Mali, il y a beaucoup de gens surdiplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Et ça, c'est quelque chose que je veux partager aussi aux entreprises parce que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et c'est sûr que c'était un couple de Béninois, mais des gens qui sont super qualifiés, vous savez, qu'on fait un master, puis qui sont prêts à prendre un emploi dans un autre domaine. Et l'entreprise était réticente à recruter quelqu'un, pour pas citer, c'était dans le domaine du paysagisme. Donc, c'était une femme paysagiste qui a une formation en communication et les entreprises ont un peu peur. Elle dit, mais là, elle a quand même fait un master en communication. Puis là, aujourd'hui, elle veut être paysagiste. Je comprends pas. C'est quoi le problème derrière ça? Et en fait, je leur dis, il n'y a pas de problème. C'est que dans certains pays, il faut faire beaucoup d'études parce que c'est quand même culturellement comme ça. Et puis que c'est souvent la pression de la famille, dire il faut faire des études pour que tu aies le maximum de chances de trouver un bon emploi. Mais la réalité, c'est que des fois, on peut faire aussi un tout autre métier à côté qu'on peut aimer, mais qui est plus en lien avec le besoin réel de l'économie locale, quoi. Donc, c'est important de ne pas, des fois, mettre des candidats de côté, surtout quand ils arrivent de l'extérieur, tout simplement parce qu'ils ont des diplômes supérieurs ou trop forts, quoi. Donc, de bien comprendre l'environnement dans lequel il est. Alors, c'est sûr que j'ai envie de passer tout de suite parce que pour faire une logique avec ce que vient de dire Boubacar, je vais passer la parole à Colan. Donc, Colan, toi, tu es au Québec, tu es à Montréal, doyen de l'école de sciences et de gestion de l'UQAM. Et j'aimerais que tu nous parles du programme MBA, donc qui est en relation avec l'UQAM et puis le Mali. D'abord, merci pour l'invitation et merci aux intervenants, Monsieur le ministre et puis Monsieur Boubacar et son Excellence Madame l'ambassadrice pour l'invitation et pour tout ce qui a été dit. Comme on dit, comme moi je suis dans le domaine de l'éducation, je dirais il n'est de richesse que d'hommes. Et je savais déjà quand même que au Mali, en Afrique en général, la population est jeune. Et comme vous l'avez si bien dit, comme tu l'as si bien dit, Philippe, l'avenir appartient à la jeunesse. Donc, je pense de façon globale que l'Afrique devrait être fière de sa jeunesse parce que la moyenne d'âge, c'est 15 ans ou 20 ans, genre de façon générale en Afrique, quand j'avais regardé les statistiques. Et ils n'ont pas de problème de vieillissement de la population, de retraite, ainsi de suite. Parce que dans la plupart des autres pays, bientôt, il y aura plus de retraités que de gens au niveau que la force de travail, en gros, qui appartient à la jeunesse. Donc, et c'est très important que cette jeunesse-là soit bien formée, même si l'économie, je dis ça pour M. Boubacar, entre guillemets, même si l'économie n'arrive pas à les absorber. Et au Canada, puisque je suis dans le domaine, cette jeunesse-là, on en a besoin. Donc, là, avec la mondialisation, ainsi de suite, parce qu'il faut une force de travail assez conséquente. En ce qui concerne le MBA, dont je suis fier, puisque j'étais un des professeurs de ce programme-là avant de devenir doyen. D'ailleurs, Madame l'ambassadrice est issue de ce programme-là. Je pense en termes de renforcement de capacité, en termes de compétences, on avait une entente avec l'IHM, Institut des hautes études du pays, et on a formé quand même plusieurs personnes qui sont devenues des personnalités importantes au Mali actuellement. Donc, c'est un excellent programme bâti. Disons qu'on délivre notre diplôme au Mali, quand je dis notre diplôme, le diplôme du Québec au Mali, avec les mêmes formations. Donc, quelqu'un qui est formé au Mali, ça n'a aucune différence qu'il soit formé au Mali avec quelqu'un qui aurait été formé au Canada dans exactement le même programme. Et la beauté,
pour vendre ma salade, si vous préférez. La beauté de la chose, c'est que c'est nos profs qui se déplacent. Au lieu de faire venir 20 personnes du Mali qui sont dans nos classes avec les coûts que ça peut comporter, la vie, ainsi de suite. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est le Executive MBA. Donc, à toute fin pratique, c'est des personnes qui sont au boulot, des cadres qui sont déjà au travail. Donc, les déplacer ici, ça veut dire qu'ils prennent un congé de 2 ans, ainsi de suite. Alors là, c'est nos profs qui se déplacent sur place. Et là, on les forme. On a une formule très, très flexible. C'est les soirs ou les fins de semaine, les week-ends. Donc, ce qui permet aux cadres qui sont déjà à l'emploi de poursuivre ou de parfaire leur formation. Disons qu'en termes de renforcement de capacité, c'est un modèle unique qu'il faut reprendre. Là, actuellement, on avait arrêté parce qu'on doit suivre les directives du gouvernement canadien sur les déplacements, ainsi de suite, le ministère des Affaires étrangères. Je ne peux pas envoyer un prof, mettons au Mali, si le gouvernement canadien en décide autrement de ne pas y aller. Sinon, on l'a répliqué à Libreville, au Gabon, et on l'a répliqué aussi au Cameroun. Moi, je pense qu'en termes de renforcement de capacité, j'allais dire, il n'y a pas mieux, mais la qualité de la formation se mesure aussi par les produits qui sont sortis. Quand je dis produits, dans ce cas-là, je parle comme quelqu'un qui est en finance, mais la qualité de nos diplômés. Et jusqu'à présent, si je vois les postes qui sont occupés par nos diplômés, bah, je peux dire quand même, et même ici, si je ne vois pas la qualité, je pense que le boulot est fait et j'espère vivement que les choses vont recommencer très prochainement, en fait. C'est ce que je peux dire pour le moment. S'il y a d'autres questions complémentaires, ça me ferait plaisir ben, c'est le diplôme de l'UQAM. Et c'est exactement la même chose. Alors, que vous l'ayez fait au Mali ou au Canada, si vous présentez votre diplôme, on délivre exactement la même chose. C'est le même diplôme et c'est la même capacité de formation. Et pour rester avec toi, c'est combien de personnes qui sont formées? Alors j'ai envie de dire soit de Maliens qui viennent au Québec pour être formés, ou combien de Maliens vont être formés au Mali avec les professeurs chaque année, à peu près à titre. Bon, c'est sûr que la Covid a changé un peu la donne, mais avant la Covid, allez, on va dire avant la Covid, c'était combien de personnes? Oui, avant la Covid, parce qu'on avait arrêté un peu avant à cause pour que nos profs puissent se déplacer. Je pense qu'il y a eu 5 cohortes. Globalement, si je multiplie, mettons, 20 fois 5, je pense qu'ils étaient 25 à peu près. Mettons qu'il y a 125 qui ont le Executive MBA, le MBA pour cadre canadien de l'UQAM qui sont au Mali. Et bon, j'ai suivi les traces. Certains sont devenus mes amis, dont son Excellence, Fatima, ainsi de suite. Donc, je dirais 125. Ça, c'est qui sont formés au Mali. Mais quand je dis qu'ils sont formés au Mali par notre programme, je ne voudrais pas qu'il y ait comme une dissonance parce qu'ils ont le diplôme. Mettons que s'ils présentent le diplôme et puis quelqu'un qui l'a suivi en Tunisie, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, ben c'est le même diplôme ou qu'il a suivi à Montréal, genre, il n'y a aucune mention d'aucune part, c'est exactement. Par contre, donc je dirais à peu près 125, parce que je pense qu'on a eu 5 ou 6 cohortes avant l'arrêt, là, pour des raisons de sécurité, avant l'arrêt temporaire qui dure, là, je dirais à peu près 125 personnes. Par contre, je ne saurais vous dire combien de Maliens sont venus ici, en gros. Et parce que dans tous nos programmes, là, je parle de Executive MBA, dans tous nos programmes, que ce soit au bachelor ou à la maîtrise ou au doctorat, bien sûr, il y a des Maliens, il y a des gens de toute l'Afrique qui sont. Et en passant, le même programme est aussi dispensé, comme je disais tout à l'heure, à Libreville et tout, pour parler de l'Afrique. Mais on a la même chose avec Paris-Dauphine, par exemple. Donc, Paris-Dauphine aussi, c'est notre diplôme qui est délivré. Là, on est en train de signer des ententes avec la Sorbonne.
la Chine aussi, donc on a donc à toute fin pratique, c'est ça en gros, et ceux qui sont formés, c'est pour ça que je n'arrête pas de repréciser, c'est notre diplôme qui est délivré avec le même contenu de formation, que ce soit à Paris-Dauphine, en Chine ou au Mali, donc c'est le même contenu. Merci beaucoup. Alors, pour ces explications, puis je comprends que de toute façon, comme tu le mentionnais, sur le diplôme, on ne dit pas où on l'a passé ou on ne l'a pas eu. Point à la ligne. C'est ça, exactement. Alors, je vais revenir vers Monsieur le ministre, Monsieur Bakary. Monsieur Bakary, j'ai une question pour vous. C'est quoi l'approche qu'ont les Maliens et les Maliennes face au travail? C'est quoi la culture malienne face au travail aujourd'hui? Comment vous pourriez nous décrire des gens qui ne connaissent pas, parce que chaque pays, chaque culture a des fois des approches un peu différentes. C'est quoi l'approche qu'ont les Maliens, Maliennes avec le travail? Merci. Philippe, il faut, comme je l'ai dit, il faut rappeler que la population malienne est en majorité très jeune. Donc, ce qui suppose que c'est une frange de la population qui est dans le besoin de travailler, premièrement. Deuxièmement, les conditions sociales font que les familles, la majorité des familles sont dans le besoin. Et troisièmement, le jeune en lui-même, en tant que tel, a un besoin. Un besoin qu'il cherche à satisfaire. Donc, les trois éléments qui font que les jeunes sont très engagés à travailler consciencieusement. Vous m'entendez? Oui. Il y avait une voix derrière, mais on vous entend. On t'entend. Ok. Donc, je dis, ces trois éléments pris ensemble font que les jeunes sont très engagés à travailler sérieusement parce qu'ils doivent se prendre en charge, mais en même temps prendre en charge leur propre famille, la grande famille et leur propre famille. Donc, ce qui fait que les jeunes ont une conscience de travail assez élevée, qui fait qu'aujourd'hui, on constate que, comme l'a dit M. Diallo, que les jeunes diplômés qui sortent des écoles avec des très grands diplômes travaillent d'arrache-pied dans des métiers qu'on peut classer comme pas des métiers très importants, mais juste pour pouvoir subvenir aux besoins de leur propre famille et de leur grande famille. Donc, la question du travail est au centre, au niveau des jeunes, au niveau de la population, et on pense que les résultats et la qualité produit permettent également d'avoir le respect de la population et du citoyen. Donc, tout juste pour résumer, pour dire que le travail au Mali compte beaucoup pour les jeunes. Et puis, merci beaucoup pour ce commentaire. Et en même temps, j'espère que les gens qui nous écoutent, et surtout les entreprises qui nous écoutent soit en direct, soit qui vont réécouter l'émission, comprennent bien que quand on est un jeune ou un moins jeune et qu'on est dans un pays où des fois l'économie, c'est plus difficile d'avoir un emploi, sont des gens qui, lorsqu'ils arrivent, je veux dire que ce soit au Québec ou n'importe, vont travailler fort parce que il faut se réinstaller, il faut faire ses preuves, il faut grandir aussi dans l'entreprise. On ne veut pas rester toujours au même poste. Donc, ça, je pense que c'est aussi très rassurant pour les entreprises de demain qui veulent recruter, qui vont se dire, est-ce que les gens que je vais faire venir vont être travaillants? Ça, c'est quand même très, très important et j'espère que ça va rassurer en tout cas les chefs d'entreprise qui se disent, parce que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de se dire, et si vos futurs collaborateurs venaient du Mali, ouvrez-vous vers des nouvelles compétences, vers un nouveau marché, vers des nouvelles cultures, peut-être qu'on va être capable de faire matcher des gens et qui vont nous amener une belle plus-value dans nos entreprises canadiennes ou québécoises. Alors, je vois qu'on a un invité qui est arrivé. Je vais le faire. Ah, il vient d'arriver. Bonjour, Aladji. Alors, j'espère, Aladji, que tu nous entends. Oui, je vous entends très bien. Alors, Aladji, je te présente rapidement. En fait, toi, tu es auteur, tu es compositeur et comédien malien, c'est ça? Oui. Alors, on est content de t'avoir avec nous. Je sais que ce matin, la communication, c'est pas toujours évident. Plusieurs personnes ont eu du mal à se connecter. Donc, je vais profiter de ton arrivée pour toi aussi te poser une question, parce que c'est sûr que depuis tout à l'heure, on parle de travail, mais après, je vais revenir avec Fatima. Je veux comprendre aussi la culture. Et j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui fait rire les Maliens et les Maliennes
Hein, soyons, parce que quand on parle d'immigration, on parle d'emploi, on parle d'intégration, mais il faut aussi prendre la culture. Je veux dire, moi, ce que j'aime quand je voyage, quand je vais dans des pays, c'est pas de retrouver la même chose que ce que j'ai ici, sinon autant que je reste chez moi, c'est de découvrir d'autres choses. Alors, Aladji, c'est qu'est-ce qui fait rire un Malien ou une Malienne? C'est quoi l'humour que vous avez? Bon, ce qui fait rire les d'abord, je tiens à saluer, je vois des grandes sœurs, je vois des tontons, je vois des tantes. Salut. Alors, excuse-moi, je suis un peu contre qui c'est. Ah, on t'entend moins bien. Aladji, il y a un problème peut-être de son. Moi, j'ai du mal à t'entendre. Ah bon, vous ne m'entendez pas très bien alors. Ça y est, ça a l'air d'être mieux. On va essayer de faire attention. D'accord. Alors, ce qui fait rire les Maliens, c'est pas difficile de faire rire les Maliens en fait, parce que dans la vie quotidienne des Maliens, les Maliens aiment bien rire. Et puis le rire fait partie de notre vie en quotidien. On a un truc chez nous qui s'appelle la sinamouya, par exemple. La sinamouya, c'est dans le forme européenne ou bien occidentale. Ils le définissent comme cousinage à plaisanterie. En un mot, ce n'est pas cousinage à plaisanterie, mais comme pour que les Blancs puissent comprendre. On l'explique comme ça. C'est de s'amuser, oui. Par exemple, je vois la grande sœur Mété qui est là. Si Mété aime mon cinnamon, par exemple, je peux blaguer avec elle en insultant, mais pas des insultes vulgaires, mais en me moquant un peu d'elle côté paternel ou maternel, en voyant une chose sur elle-même et blaguer sur. Je peux dire qu'elle est très mal coiffée, par exemple, ce qui n'est pas vrai. C'est des choses qui font rire les Maliens. Mais ça c'est concentré au Mali. Mais cette chose, c'est universel, je peux dire. Parce que même un blanc qui connaissent pas ça, une fois qu'il sent que ça fait rire les Maliens, il peut venir et blague avec lui. Comme ça lui fait rire. Ça, c'est quelque chose qui fait rire vraiment un Malien. Sinon, à part ça, c'est très, très facile de faire rire un Malien. Sauf si la personne refuse de faire. Ça fait partie de notre vie. Alors, peut-être, Aladji, baisser un peu ton micro. Peut-être que ça permettra de mieux entendre ta voix. Là, on a entendu, mais ça a coupé un petit peu. En tout cas, je comprends que de ce que tu nous dis, c'est que les Maliens et les Maliennes aiment rire. Ça fait partie de votre quotidien et c'est plutôt bon signe parce que en tout cas, moi, je suis convaincu que tout peut se dire avec un peu d'humour dans la vie. Donc, on peut passer des messages et puis les faire comprendre avec de l'humour plus qu'autre chose. Alors, Aladji, je reviendrai vers toi tout à l'heure. Là, j'ai envie de revenir vers Fatima. Et Fatima, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qu'ils font les Maliens? Parce que là, on parle de travail, on parle d'immigration, on parle d'emploi, on parle de tout ça, mais on a parlé d'humour avec Aladji. Mais qu'est-ce qu'ils font les Maliens et les Maliennes pendant leur temps libre? C'est quoi leur occupation? Alors, les Maliens, leur temps de loisir, c'est de se retrouver en famille. Comme Monsieur le ministre l'a dit, la famille est un élément essentiel chez nous. C'est de se retrouver autour des parents, des grands-parents, notamment à l'occasion d'événements importants de notre vie, qu'on partage en communauté, les naissances, les mariages, les décès. D'ailleurs, on voit que lorsque les fêtes arrivent, bon nombre de personnes se déplacent pour retrouver ou rejoindre leur père, leur mère dans leur village, quittent la ville pour les retrouver dans les villages. C'est comme un peu ici quand les familles se retrouvent lors des fêtes de Pâques et de Noël. Donc, se retrouver autour de la famille est un élément essentiel. Les liens familiaux et fraternels sont très forts. Et donc, la sécurité de ces familles justifie également cet attachement au travail. Lorsque nous partons pour assurer la vie et la survie de ces familles.
nous partons pour travailler et nous transférons nos revenus, bonne part de nos revenus à nos familles dans notre pays d'origine. Donc, ce lien est très fort. Nous avons également des groupes qu'on appelle les grains, donc dans lesquels les personnes se rencontrent, les jeunes se rencontrent pour échanger de génération en génération et par groupe d'âge. Donc, l'empreinte culturelle des relations, notamment la famille, le travail, sont très fortes aujourd'hui. Dans notre génération, nous tentons de tisser la nouvelle corde de cette culture basée sur la culture au bout de l'ancienne, en gardant tradition familiale et modernité. Et en tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même, comme tu dis, même si les Maliens, les Maliennes quittent leur pays pour aller travailler, ils gardent quand même un lien très fort avec leurs racines, hein, leurs sources, leur famille, et tu l'as dit, contribuent aussi à l'économie malgré la distance, en rapportant de l'argent pour que les gens restés sur place puissent continuer aussi à vivre, parce qu'ils sont conscients que s'ils ont cette chance de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir, ils ne doivent pas oublier les gens qui sont restés un peu plus loin. Alors, j'ai envie de poser aussi une autre question à Boubacar. Qu'est-ce que les entreprises qui recrutent à l'international devraient savoir sur les compétences des Maliens et des Maliennes? Qu'est-ce qui fait les forces des Maliens et des Maliennes pour, si tu devais t'adresser comme ça aux entreprises qui ont peut-être un peu des peurs de recruter des Maliens connaissant pas ou des Maliennes? Ah, Boubacar, ton micro est coupé. Voilà, merci bien pour cette question. Effectivement, comme l'a dit effectivement Monsieur le ministre, je pense que la population étant vraiment majoritairement composée de jeunes, les jeunes âgés de 15 à 24 ans jusqu'à 35 ans sont majoritaires dans le pays. Donc, il y a en fait ce fort désir vraiment de travailler. Donc, dès qu'ils ont l'opportunité, je pense que la motivation ne fait aucun doute. Donc, l'engagement, effectivement, de ces jeunes pour le travail, donc, ne fait aucun doute. Donc, effectivement, je pense qu'il y a aussi des portes d'entrée que peut-être les entreprises canadiennes peuvent aussi utiliser. Par exemple, nous avons, un service public d'emploi, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, qui est un service d'intermédiation qui reçoit d'un côté les offres d'emploi et de l'autre côté les demandes d'emploi. Donc, ils ont à leur niveau une base de données importante sur effectivement les compétences parce que, comme je l'ai dit, un jeune qui est à la recherche d'emploi, normalement, doit se faire enregistrer au niveau de l'ANPE, ses compétences, ses domaines d'intérêt, ses centres d'intérêt, etc., etc. Donc, vraiment, ils ont une base de données, effectivement, qui peut aussi servir vraiment les entreprises pour pouvoir identifier certaines compétences au Mali. Donc, au-delà de l'ANPE aussi, il y a ce qu'on appelle le CONABEM, qui est en fait l'organisation fêtière même des entreprises privées qui évoluent dans le domaine du placement, l'intermédiation, donc aussi qui font beaucoup d'intermédiation entre les demandeurs et les offreurs d'emploi. Donc je pense que les bases de données qui sont à leur niveau peuvent aussi être explorées par les entreprises pour pouvoir effectivement identifier certaines compétences qui sont effectivement prêts à aller travailler ailleurs. Donc, je crois qu'au-delà, en fait, de ces deux portes d'entrée aussi, peut-être, il faut peut-être aussi sensibiliser, mettre en place un cadre d'échange pour vraiment sensibiliser les jeunes qui sont vraiment intéressés à aller travailler au Canada sur les opportunités qu'offre effectivement MoveJob. Je pense que ça aussi, c'est vraiment un aspect très important. Donc, ça peut aussi promouvoir effectivement la migration professionnelle vers le Canada. Voilà, donc ce sont ces pistes que j'ai pu énumérer pour l'instant. Merci beaucoup. Merci Boubacar. Et puis en même temps, tu le dis parce que nous, en fait, lorsqu'on accompagne des entreprises qui recrutent à l'international, c'est aussi de les préparer aux différences culturelles, hein, parce que même si la personne qui va venir a tout intérêt et a le goût de
s'intégrer à la culture du pays qui le reçoit, qui l'accueille. Il y a quand même des étapes, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas on descend pas de l'avion et puis on devient québécois, canadien en 5 minutes. Puis je pense que c'est bon aussi que peut-être, et là on verra ce que peut amener l'avenir, mais pour les gens qui auraient des projets d'immigrer aussi au Québec ou au Canada, c'est aussi de les préparer à l'immigration, à quoi ils peuvent s'attendre. Hein. Je souris, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en contact avec des gens à Madagascar et je leur demandais s'ils connaissaient un peu le Québec. Alors ils m'ont dit oui, ils connaissent le Québec parce qu'il y a Internet, il y a du YouTube et puis il y a tout ça. On peut connaître facilement. Et je leur dis, est-ce que vous savez qu'actuellement, c'était au mois de janvier de cette année, est-ce que vous savez qu'actuellement il fait moins 30? Et la personne qui n'avait pas bien entendu ma réponse me dit, ah mais oui, nous aussi il fait 30. Je fais oui, mais nous, il y a un moins devant. Et en fait, il n'avait même pas pris conscience qu'il pouvait faire moins 30. Alors je lui dis, à moins 30, on vit quand même. Il ne faut pas croire. On n'est pas des ours et on n'hiberne pas pendant 3 mois. Même si des fois, on sort un peu moins, je l'accorde. Mais c'est aussi de préparer les gens à qu'est-ce qu'ils vont... Parce que partir travailler à l'international, c'est oui, on part trouver un emploi, mais surtout, on change de vie. On doit se réadapter, on doit comprendre où est-ce qu'on va. Et puis, c'est comme ça qu'on bâtit notre projet, puis que quand on arrive, on est peut-être un peu plus près que d'autres à faire face à ces situations de différence. Je vais revenir avec une question auprès d'Aladji. Aladji, alors c'est sûr que Aladji, moi je t'ai découvert il y a quelques mois de ça dans une émission où tu avais, tu as lancé la maison, c'est la maison résolution de problèmes. C'est comment déjà? Rappelle-moi le titre exact. Ah, il n'y a pas de son, Aladji. Au micro. Excuse-moi. Hein. Il dit, maintenant c'est bon? Oui, c'est parfait, Aladji. Il s'agit de notre bureau qui s'appelle la Maison des Solutions. Ah, j'adore. Rien que le titre, j'adore, moi. La Maison des Solutions. Ah, si ça, c'est pas clair, là. Ouais. Alors, qui regroupe... Oui, vas-y. Voilà, la Maison des Solutions regroupe des jeunes. On est tous des jeunes de moins de 35 ans plutôt, avec quelques conseillers qui sont des anciens. C'est 2 fessières qui se sont réunies dans la Maison des Solutions, le côté artistique et le côté numérique, la nouvelle technologie. Donc, on fusionne les deux fessières pour trouver des solutions aux problèmes qu'on repère. Puis en même temps, c'est important que tu parles de ça parce que de plus en plus, ces technologies permettent aussi aux entreprises de faire affaire avec d'autres entreprises sur d'autres continents. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, un boulanger, il faut qu'il vienne dans ton entreprise pour faire le pain. Ça, il n'y a pas de secret. Mais quelqu'un qui est en technologie de l'information peut travailler à distance. Et d'ailleurs, la plateforme MoveJob, c'est sûr qu'on nous connaît surtout pour le principe d'offrir des offres d'emploi de façon un peu particulière parce qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Un candidat qui arrive dessus ne peut pas avoir d'offre d'emploi. Il faut qu'il remplisse son profil et c'est un système de match. Donc l'entreprise, c'est la même chose. Elle n'a pas accès à une CV Tech, elle ne peut pas trier les gens. Elle dit ce qu'elle a besoin et la plateforme, l'algorithme fait les matchs. Mais il y a aussi la possibilité de mettre en relation des entreprises avec des sous-traitants. C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise, je sais pas, en informatique, je recherche quelqu'un qui pourrait nous aider en sous-traitance, en informatique aussi. Eh bien, on pourrait tout à fait trouver des Maliens qui ont leur petite entreprise, leur petite start-up, qui démarrent ça, puis qui se disent, moi, je suis capable de travailler à distance pour une entreprise canadienne, québécoise, française ou suisse ou belge, et je vais mettre mon entreprise sur cette plateforme-là, et dès qu'il va y avoir un match, je vais être capable de travailler. Puis, je pense que aussi les nouvelles technologies ouvre pour des pays comme le Mali des nouvelles opportunités aussi de travail. Quoi. Oui. Toi, Aladji, par rapport à tu voyages quand même beaucoup. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais en France. La première fois, tu étais au Mali. C'est quoi ta vision du monde aujourd'hui par rapport aux Maliens, aux Maliennes? Toi qui voyages beaucoup, c'est quoi ton regard extérieur? Bon, mon regard extérieur au niveau par rapport au Mali, je pense que il y en a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Mali. Il y en a qui connaissent le Mali, mais il y a toujours des clichés qui est là. Ils pensent qu'ils ont pas des bonnes
des très bons commentaires sur le Mali. Il y en a qui non, qui ont bien sûr. Mais une fois que tu expliques la réalité du Mali aux gens de l'extérieur, ils comprennent tout de suite et puis et ça passe. C'est ce que je fais chaque jour. Quand je voyage, je dis je viens du Mali. Et il y en a qui peuvent prendre ça en mal parce que le média, quand même, le média raconte beaucoup de choses sur le Mali qui n'est pas vrai et sur les Maliens qui n'est pas la réalité. Donc, une fois qu'on explique, je pense que cet échange culturel, c'est possible et ça se fait aussi. Et en même temps, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, malheureusement, ce que retiennent les gens, c'est ce que la presse nous en parle, de ce qu'elle nous dit. Et malheureusement, quand il y a des... En fait, on sait aujourd'hui que dans les mondes des communications, on aurait plutôt tendance à parler de ce qui va pas, plus de que ce qui va. Et c'est aussi pour ça hein, qu'on fait ces lives aujourd'hui. C'est aussi pour montrer une autre facette d'un pays, une autre culture, découvrir les gens tels qu'ils sont et pas tels que les médias veulent nous les présenter. Donc, c'est aussi de s'ouvrir et puis j'espère, parce que tu le dis, souvent les gens connaissent pas forcément le Mali, pour avoir posé plusieurs fois la question ces derniers temps en lien avec la préparation de ce live, eh bien, en fait, les gens sont surpris qu'au Mali, les gens parlent français, tout simplement. Donc, des fois, Oui. on a plein d'approches qui sont un peu, qui sont pas justes. Ben là, c'est de savoir que oui, au Mali, on parle aussi grandement français. Alors, Oui. je reviendrai vers Monsieur le ministre Bakary. J'ai une question par rapport à vous. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de gens qui, alors je ne veux pas dire des jeunes, parce que vous m'avez dit que la population était assez jeune, qui ont ce souhait d'immigrer, de partir vivre une expérience à l'international. Puis quand je parle de partir vivre, c'est vraiment des gens qui auraient un vrai projet, parce que je leur dis toujours, vous savez, partir à l'international, c'est beau, c'est tout, mais c'est beaucoup de contraintes, il faut être prêt, quoi. Hein, genre, quand on est parti, on est parti. Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens de jeunes qui ont ce souhait de partir, soit pour faire leur vie à l'international, soit pour aller chercher une expérience de 4 ans, 2, 3 ans, 5 ans, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses que vous mesurez? Merci. Merci. Je pense que Madame l'ambassadrice, dans son intervention, a bien précisé que le Mali est un pays de voyage. Cette culture existe et elle perdure. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes Maliens, comme on vient de l'expliquer, sont majoritairement tentés vers le voyage pour aller travailler dans des pays, avoir des ressources pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc, on peut, sans se tromper, dire que majoritairement, cela est vrai. Les jeunes Maliens sont engagés à aller vers l'immigration. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tous les jeunes qui doivent partir, parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une régulation de ce mouvement-là, de manière à ce qu'il en reste suffisamment au pays et que ceux qui vont partir soient arrivent dans les meilleures conditions et puissent travailler pour pouvoir avoir des revenus et également prendre leur famille en charge. Donc, pour me résumer, je dirais qu'effectivement, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais on peut supposer que plus de la majorité sont tentés à aller voyager pour aller travailler. Merci. Merci. Et puis, c'est sûr que, et je suis complètement d'accord, il faut aussi réguler ça. Il faut aussi que les gens qui vont avoir ce projet-là comprennent quels sont les impacts de ça. Et puis, en même temps, le fait est de peut-être partir 2, 3, 4 ans, 5 ans, faire une expérience et revenir dans son pays. C'est aussi la possibilité de ramener des nouvelles compétences, des nouvelles expériences de vie. Et c'est ce qui fait la grandeur d'un pays. Alors là, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble. On va arriver à la période un peu des questions. Alors, je ne sais pas si il y a eu des questions qui sont posées pendant nos échanges. Je vais rapidement faire le point avec Alicia, savoir si Alicia, toi, tu as eu des questions, s'il y a des gens qui nous ont mis
des différentes interrogations par rapport aux entreprises qui peuvent nous suivre ou autres. Je vois qu'il y a des gens qui nous ont marqué, qui seraient ravis de nous faire aussi découvrir leur pays, qui sont le Togo. Il y a des gens qui veulent nous faire découvrir aussi la Tunisie. Tant mieux si on est sur notre première rencontre. Et puis, je tiens à rappeler, hein, lorsque j'ai pris contact avec Fatima la première fois, je lui ai parlé du projet et elle a tout de suite dit oui. Elle m'a dit ah oui, puis j'ai envie de mettre dans notre rencontre différents types de personnes pour qu'on puisse avoir vraiment une ouverture le plus large possible sur qui sont les Maliens, les Maliennes, qui est notre économie. Donc, Fatima, merci encore beaucoup sur ton aide, de nous avoir connectés avec les bonnes personnes pour être capable de réaliser cette émission. Alors, je regarde rapidement s'il y a des questions qui ont été posées. Moi, il y en a une qui me vient à la place de si j'étais un jeune Malien, une jeune Malienne, je regarde ce live et je me dis, ben moi, j'ai envie d'aller travailler au Québec. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, là, je vais répondre en tant que gestionnaire de la plateforme MoveJob. C'est sûr que vous pouvez vous inscrire. Je dis toujours, c'est important lorsqu'on s'inscrit sur une plateforme, c'est vraiment une première démarche qui est significative. Il faut que votre CV soit bien fait. Des fois, mieux vaut attendre une semaine ou deux avant de se positionner sur la plateforme, mais quand on va se positionner, de prendre le temps de bien remplir tous les champs, de mettre un CV. Je dis même des fois, vous pouvez mettre attaché dans le document votre CV, puis quelques références, voire même un book qui serait tout ça en PDF et qui ferait partie de votre document. Mais c'est surtout de réfléchir à votre vrai projet parce que, je le répète, à un moment, vous avez un contact avec une entreprise, l'entreprise est intéressée par votre candidature, elle décide de vous faire venir, de vous faire venir au Québec ou au Canada ou en France. Ben, il faut que votre projet soit prêt parce que puis je vais poser aussi cette question-là. C'était pas prévu, mais je vais poser la question à Fatima. Mais c'est toute une expérience que de déménager, de recommencer quelque chose dans un autre pays, une autre culture. Toi, Fatima, quel conseil que tu aurais à donner à ces gens qui auraient ce projet de vivre ou de partir voyager ou de partir vivre et travailler à l'international? Alors, déjà, il faut dire que, comme j'ai dit, les Maliens ont une culture du voyage. Nous voyageons depuis longtemps dans le monde. Les Maliens sont curieux, résilients et donc ont une capacité d'adaptation à tous les contextes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, nous avons l'habitude de partir. Et les Maliens sont des gens respectueux, qui ont une image d'eux-mêmes, une grande image d'eux-mêmes. Et donc, et surtout lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils sont respectueux des lois. On entend très rarement qu'ils sont en conflit avec la loi, surtout pour les premières générations de migrants. Donc, on est apte et capable à s'adapter à tous les pays et à toutes les cultures. Et d'ailleurs, dans les pays voisins, nous sommes aujourd'hui à des troisième générations de Maliens intégrés qui travaillent dans l'administration, dans la fonction publique, et notamment au Canada. Nous avons beaucoup plus de cadres dans l'administration, la fonction publique, que dans les affaires, dans l'entrepreneuriat que nous sommes en train de pousser aujourd'hui. Donc, déjà, cela est inné. Mais partir, c'est se préparer. On ne part pas comme ça. Il faut vraiment se préparer. D'abord, moi, mon appel à la génération et notamment aux jeunes filles et aux femmes, c'est vraiment d'étudier, c'est de se former. On me dira, oui, mais on est diplômé, on n'arrive pas à avoir d'emploi, on n'arrive pas à partir. C'est de se former, il n'y a pas de saut métier, de commencer quelque part et petit à petit, tous les jours, poser des briques et aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir de l'expérience. On me dira, oui, mais on ne donne pas la chance d'avoir de l'expérience. Vous trouverez toujours une personne qui va vous coacher, vous accompagner. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut même s'auto-former. Il
il y a des plateformes gratuites. Il faut vraiment se former, il faut écouter les informations, il faut avoir les outils. Il ne faut pas se lancer dans l'aventure comme ça à l'extérieur. Ça peut être très difficile, notamment pour les femmes qui peuvent être exposées parce que vulnérables et aussi avec des enfants lorsqu'on voyage. Il faut vraiment préparer son voyage. Partir, et même à l'intérieur du Mali aussi, on peut partir découvrir d'autres endroits, on peut apprendre d'autres cultures, d'autres langues. Je pense que ça aussi c'est important. Connaître son pays, se connaître et aller vers l'extérieur. Merci beaucoup Fatima et je suis tellement d'accord avec toi dans la démarche et je pense aussi et on verra comment parce que cette première rencontre c'est un premier pas vers le Mali mais on sait très bien qu'en 1h15 on peut pas parler du Mali en 1h15, on peut pas tout voir donc on aura sûrement puis on a commencé déjà à en parler peut-être d'autres moyens de faire découvrir le Mali et puis aussi peut-être d'aider les Maliens et les Maliennes qui veulent immigrer à se préparer et puis des fois je dis toujours parce que un processus d'immigration, une fois que vous êtes recruté par une entreprise, ça prend aux alentours de 12 mois. Hein, c'est le temps que le visa se fasse. Puis ces 12 mois-là, ça peut être 12 mois de bonne préparation pour que le jour J, quand vous montez dans l'avion, vous sachiez où est-ce que vous allez atterrir, dans quelle culture, les forces du Québec, du Canada, mais aussi les faiblesses. Et puis si c'est la France, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, la Suisse et autres. Mais c'est important de comprendre où est-ce qu'on va pour être le mieux préparé. Et quand on est mieux préparé, ben, c'est là où ça va le mieux. Alors, le temps passe, cette émission, on a abordé beaucoup de sujets. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets encore qu'on pourrait regarder ensemble. Mais là, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire un tour de table avec chacun d'entre vous, peut-être pour le mot de la fin. Puis, qu'est-ce que vous auriez à nous partager? Si vous aimeriez que les gens qui nous écoutent, et je pense surtout à des entreprises, des recruteurs au Québec, au Canada, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de votre expertise par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui? Alors, je vais commencer par… donc, Fatima, je terminerai par toi, mais je vais commencer par Boubacar. Donc, Boubacar, qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter dans le replay retiennent par rapport au Mali et à ton expertise? Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup évoqué en fait cet aspect tout au long de cet entretien. Je pense que ce qui est très important, Madame l'ambassadrice est venue là-dessus, c'est surtout la motivation des jeunes à travailler, qui est aussi à mon avis très important. C'est vrai, ils doivent être préparés à ça. Ça, c'est vraiment une condition indispensable, la raison pour laquelle j'avais même parlé de la mise en place d'un cadre d'échange pour pouvoir sensibiliser les jeunes dans ce sens-là. Donc, je pense que ça, c'est un aspect très important. Vous l'avez dit, hein, je pense que aussi le Mali a tout intérêt aussi parce que, comme je l'ai dit, il y a des jeunes qui peuvent partir à l'extérieur et peut-être, comme vous l'avez si bien dit, au bout d'un certain temps, après avoir acquis un nombre d'expérience, peuvent effectivement revenir au Mali. C'est vraiment une manière aussi de faire le transfert des compétences qui peut aussi nous permettre d'aller, de booster certains secteurs. On a l'exemple des gens qui ont effectivement passé une bonne partie de leur temps à l'extérieur et qui sont venus au Mali avec des idées de projets, qui ont créé leur entreprise et qui arrivent à recruter aujourd'hui pas mal de jeunes. Je pense que effectivement ça, c'est un aspect très important dans ce sens-là. Je ne peux que vraiment encourager ce genre de rencontres et que ça ne se limite pas à ces premiers échanges et que vraiment on puisse effectivement approfondir les questions pour qu'on puisse effectivement aboutir à quelque chose. Vraiment, je félicite et je remercie aussi son Excellence d'avoir effectivement pensé à de mettre en place ces cadres d'échange, effectivement, pour que on puisse effectivement donner plus d'opportunités, plus de chance aux jeunes Maliens qui désirent aller travailler dans d'autres pays et avoir d'autres connaissances et d'autres expériences qui pourraient aussi servir le pays. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Boubacar. Et c'est sûr que, comme tu le dis, c'est qu'un premier pas. On va sûrement faire d'autres choses. On va y réfléchir ensemble. On va essayer de bonifier, mais il y a sûrement quelque chose pour créer une sorte de mouvement sur le long terme avec les entreprises qui recrutent. En tout cas, merci beaucoup, Boubacar. Je vais donner la parole à Bakary, donc à Monsieur le ministre. Bakary, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette rencontre? Et puis là, je m'adresse plus un message vers les entreprises canadiennes, québécoises. D'abord, je crois que ça a été souligné par les deux intervenants maliens, la résilience des Maliens, leur motivation et leur engagement à travailler fort pour créer des revenus pour eux-mêmes et pour leur famille au pays. D'ailleurs, le Mali est plus pour ça. La contribution des Maliens établis à l'extérieur dépasse largement l'aide publique au développement que le Mali reçoit à travers le monde. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons ici initié un programme qui s'appelle Développement des compétences par la diaspora. Il y a beaucoup de Maliens établis à l'extérieur qui ont des compétences qu'on veut utiliser pour la formation professionnelle. Donc, résilience, motivation, engagement et surtout intérêt du pays à ce que des citoyens du Mali puissent aller travailler ailleurs et acquérir des expériences et venir les dupliquer ici. Donc, la voie est ouverte et cette expérience, il faut la saluer. C'est une belle initiative. Je pense qu'il y en a d'autres pour que nous puissions établir des ponts de manière à ce que, de façon structurée, les entreprises canadiennes puissent recruter au Mali et les autres Maliens puissent aller dans les conditions sécurisées au Canada. Merci. Merci beaucoup, merci à vous deux. Et puis, c'est sûr qu'on va réfléchir ensemble pour qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider justement ceux qui ont le projet d'immigrer et ceux qui ont le projet de recruter, les mettre en relation et peut-être aussi rassurer certaines entreprises qui disent mais est-ce que les personnes auront les compétences que j'ai besoin? Tout est possible, on va y réfléchir ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Bakary. Même question à Colan. Colan, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette rencontre? Toi qui as cette chance d'avoir aussi voyagé, puis être installé maintenant au Québec, hein, qui connaît bien les Québécois et les Canadiens, qu'est-ce que tu aimerais partager? Je ne vois pas Colan pour l'instant. Ah, alors je ne sais pas s'il y a peut-être eu un problème de déconnexion. Alors, s'il y a une déconnexion, on va attendre qu'il nous revienne. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Aladji. Aladji, toi qui voyage aussi, qu'est-ce que tu as envie de partager aux entreprises québécoises? Et puis, j'espère qu'un jour, tu vas venir nous faire de l'humour ici au Québec, hein, que tu viennes nous faire rire aussi, que tu nous fasses découvrir l'humour malien. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Bon, ce que j'ai envie de partager avec tout le monde est que le Malien, comme l'a dit la grande sœur, le Malien aime beaucoup le travail. Vous savez, la première valeur des Maliens, c'est le travail. Parce qu'au Mali, il y a parmi nos sociétés, nos groupes sociaux qui est appelé ethnie, tout le groupe social que tu vois au Mali, seulement dans leur appellation, directement, tu vas voir quel travail ces gens faisaient depuis des siècles et des siècles. Par exemple, on dit un bozo. Un bozo, son travail, c'est la pêche. Un bamana, son travail, c'est l'agriculture. Un maraca, son travail, c'est la commerce. Ainsi de suite. C'est comme ça au Mali. Donc, la première valeur des Maliens, c'est le travail. Et le Malien aime bien qu'il soit respecté. Parce que même si un Malien travaille avec toi, tu es milliardaire, si tu ne le respectes pas, un coup comme ça, tu peux avoir des problèmes avec lui. Donc, tous les Maliens sont comme ça. Maliennes et Maliens, ils sont comme ça. Ils aiment le travail. Ils aiment se faire respecter. Mais ce que je tiens à dire aussi, notre génération, je suis issu d'une génération qui a été un peu perdue. Je peux dire que ce n'est pas tout le monde, hein, mais ça existe. Donc, cette génération n'a pas bien compris le côté formation.
alors que ça existe dans notre vie. Côté formation, c'est très, très important. Ça, je dis ça à mes sœurs et frères. Pour tout ce que tu veux faire dans la vie, il faut se faire former d'abord. Comme on le dit en Bambara, kabara kalan, kabara ke. Donc, il faut apprendre d'abord avant de le faire. Et on veut tout de suite avoir de l'argent, on veut tout de suite faire quelque chose alors qu'on n'a pas appris. Donc, ça va rendre notre vie très difficile et on va rendre la vie des autres aussi très difficile parce qu'on est embauché pour faire quelque chose, on ne sait pas le faire. Ceux qui nous ont embauchés, ça va pas leur faciliter la vie. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Le Malien aime travailler, il aime se faire respecter. Et à mes frères et sœurs, il faut apprendre pour travailler. Et les Maliens s'adaptent très vite aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup Aladji, puis j'espère que ce message va toucher aussi les recruteurs qui aujourd'hui vont peut-être s'ouvrir aussi à aller recruter des expertises à l'extérieur, dont le Mali pourrait être une bonne source de compétences. Merci beaucoup. C'est sûr que je vais terminer avec Fatima. Donc Fatima, avant que tu nous amènes le mot de la fin, je tiens encore une fois à te remercier pour tout, l'organisation, les mises en relation, ton engagement aussi à ce que ça soit une rencontre qui soit simple, légère et agréable pour tout le monde. Donc ça, c'est incroyable. Merci pour ton audace parce que la première fois qu'on t'a contacté, tu ne savais pas trop où est-ce que tu embarquais, mais tu as embarqué, donc merci beaucoup. On a hâte de renouveler ce genre de rencontres avec d'autres cultures, d'autres pays, mais on a aussi hâte de refaire une suite. En tout cas, moi, j'ai le goût d'aller plus loin sur peut-être des sujets particuliers, puis peut-être à un moment de cibler des secteurs économiques plus précis pour faire des activités de reconnaissance des compétences. Alors, Fatima, je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie que les entreprises retiennent ce matin de cette rencontre? Déjà, Philippe, te remercier tous les participants, Monsieur Diallo, le ministre, Monsieur Komlan, Cédro. Je suis ravi de faire la connaissance de Aladji que je ne connaissais pas, mais je vois que c'est un jeune qui porte les valeurs du Mali, qui est un ambassadeur du Mali, un ambassadeur de la culture du Mali. Aladji, bonjour et enchanté et honoré de faire ta connaissance. Comme Aladji l'a dit, l'une des valeurs du Mali, c'est le travail. Le travail, tout le monde travaille, notamment dans notre culture qui est basée sur l'agriculture. Dans les champs, tout le monde travaille. Le père, la mère, le frère, parce que tout le monde sait qu'il doit rapporter quelque chose à la famille pour la sécurité de la famille. Et donc, le travail est une valeur qui est ancrée dans notre société et dans notre culture. Et d'ailleurs, les plus laborieux reçoivent un prix qu'on appelle le Chiwara. Le Chiwara, qui pour honorer les plus laborieux d'entre nous. Et donc, dire que c'est vrai qu'il y a des difficultés au Mali, mais nous avons une jeunesse qui est formée, bien formée. Et nous avons aussi une diaspora professionnelle qui sont dans les entreprises, qui sont dans les universités, notamment ici dans l'enseignement. Et toutes ces personnes aujourd'hui sont aptes et veulent contribuer au développement de leur pays, apprendre et retourner au Mali notamment. Donc, vous remercier pour cette initiative et à la prochaine. Merci beaucoup Fatima, c'est sûr qu'il y aura une prochaine. Alors je remercie tout le monde, bien sûr tous les participants qui ont répondu ce matin présents et qui ont pu répondre aux différentes questions. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Je rappelle que ce live va être rediffusé en direct sur nos différents réseaux comme Facebook et puis LinkedIn. Et puis je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn. Il y aura des prochaines dates. C'est sûr que là il y a juillet, août qui vont arriver, donc les congés vont être présents. Mais on se retrouvera à la rentrée et sûrement on reviendra sur le Mali et d'autres destinations encore. Alors en tout cas, je vous souhaite à tous et tous une très très belle journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup.